ma voix et au démarrage, si vous voulez, de toute cette réflexion, je vais revenir sur les principaux enseignements du processus de co-conception que nous avons développé autour des 3 prototypes qui sont eux-mêmes issus des concours PUCA et Adivbois et que nous avons eu la chance de co-concevoir des prototypes à l'échelle 1 et de mettre en œuvre justement un petit peu toute cette démarche-là. Donc cette démarche s'articule autour d'un certain nombre de points et c'est vrai que dans la commission architecture design présidée par Véronique Lénine, Pierre Hasbrook et je dirais par des architectes qui sont autour de cette table et designers qui justement vont parler après moi. C'est une démarche itérative et collaborative et c'est vraiment de définir un point de vue, une vision, d'identifier une problématique. Et je trouve que cette photo illustre finalement 3 individus, mais on pourrait dire c'est nos 3 prototypes qui étaient tous différents, mais quelque part, ils ont été construits avec cette vision d'imaginer des solutions cadre de vie pour du second œuvre à l'objet, avec une démarche de macrolo, avec une vision intégrative. Et ces 3 prototypes, 3 solutions différentes, mais toutes qui ont été dirigées, comment je veux dire, conçues, co-conçues dans une même méthodologie, un même état d'esprit. Et justement, les divergences, les convergences, tout a permis justement de concevoir, de co-concevoir. Et puis d'autre part, ce point, je dirais, c'est également dans la co-conception, ça implique justement de sortir du cadre, de oser et d'identifier quels sont les besoins non satisfaits, quelles sont les problématiques non résolues du maître de l'usage. C'est vrai que dans les précédents webinaires, on a vraiment mis en phase l'importance du maître de l'usage, de l'utilisateur final. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut? Et donc, tout ce moment-là, c'est le temps du brainstorming, des études, de l'usage des outils de design thinking, de design biophilie, de l'expérience user, de tous les outils que l'on dispose aujourd'hui pour faciliter, si vous voulez, les processus de co-création et dans une dynamique collective, ce qui était le cas au sein de la commission d'Adivbois. Également, l'autre point, c'est faire travailler des équipes pluridisciplinaires. C'est vrai qu'autour de la table et de ces projets, aussi bien dans les cahiers des charges que nous avons pu rédiger, c'est qu'on a mis autour les concepteurs, les bureaux d'études, les architectes, les designers, les agenceurs intégrateurs, même les gens du marketing. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis autour de la table pour co-concevoir et justement d'aller dans ce même sens, cette même vision, et d'accepter aussi de sortir du cadre et à la fois de diverger et de reconverger ensemble et collectivement. Donc, c'est un point très important qui implique justement la gestion des compétences, c'est l'identification des bonnes compétences, de la composition des équipes pour pouvoir travailler tous ensemble, de savoir travailler sur les divergences mais les convergences et que justement les personnes y vont pour le même projet. Donc, c'est constituer un studio créatif, c'est de s'organiser en mode projet, c'est d'anticiper les phasages, d'où la notion de planning, des échéances, des délais et savoir aussi travailler l'énergie parce que dans ce genre d'équipe, il y a une énergie extrêmement positive qu'il faut savoir canaliser, mais qu'il faut aussi savoir faire émerger et la faire fructifier parce que justement, on peut aboutir à des solutions inattendues et très opérationnelles et qui respectent justement les contraintes environnementales, les contraintes économiques, les contraintes techniques, etc. Donc, un des points, justement, comme on parlait tout à l'heure des équipes pluridisciplinaires, je pense qu'aussi dans la co-conception, s'il y avait cet enjeu de lier architecture et design dès la phase de conception des programmes immobiliers et que justement d'apporter cette vision systémique, écosystémique du bâtiment, de la structure et du cadre de vie pour justement améliorer la qualité de vie. Et derrière ça, c'est l'enjeu justement de l'articulation entre l'objet et la structure, donc l'objet qui renvoie plus à l'usage,
flexibilité, la reversibilité, l'adaptabilité, la personnalisation et la structure du bâtiment qui est le jeu de trame, qui sont les façades, qui sont les structures, les points fixes, les volumes, les systèmes constructifs. Et justement d'associer aussi architecture et design, ça renvoie à un modèle économique que l'on appelle l'édition, qui est plus adapté dans l'industrie de l'ameublement, mais justement de l'apporter au niveau de l'échelle de l'architecture et de passer justement de l'objet à la structure, du structure au cadre de vie. Et donc pour cela, il y a plusieurs niveaux. On pourrait dire il y a la conception conjointe, qui est l'articulation entre l'architecte et le designer main dans la main, de travailler ensemble. Tout à l'heure, Sylvain Gasté vous représentera ce projet de la capsule, qui est une très belle collaboration entre Sylvain Gasté et Bruno Houssin. Et puis d'un autre projet aussi, où on a pu associer les deux et qui justement apporte des solutions. Et c'est derrière ça aussi, ça apporte des solutions de la préfabrication. Donc c'est comment on conçoit, mais comment on préfabrique. Donc il y a une dimension industrielle et justement, c'est la maîtrise des coûts, c'est la maîtrise du process, c'est la maîtrise de la logistique, c'est la maîtrise de la qualité. C'est aussi tous les enjeux dont on parle du réemploi, de concevoir pour que ça soit réemployé, recyclé, que même les objets ou les solutions de design, justement, intègrent cette dimension éco-conçue. L'autre point, c'est une dimension plus qui est inclusive, c'est-à-dire c'est intégrer dans l'architecture des objets, des produits qui sont conçus par le design comme des composants industriels. Et là, c'est un peu plus le projet qui était autour d'étendards et qui était justement Apart, qui a plutôt travaillé sur des parois amovibles, des cloisons fonctionnelles et des connecteurs, et qui s'articule justement entre la structure et ces objets. Et donc, c'est un travail conjoint, conjoint et disjoint à la fois, mais qui doivent s'articuler ensemble. Et certainement que sur ce prototype, le travail de l'architecte doit être aussi important que dans tous les projets. Le travail de l'architecte et du designer est tout aussi important. Simplement, il se trouve à des échelles différentes du bâtiment et du cadre de vie. Donc là, c'est ensemble, mais à côté. Et là, c'est la conception cumulative de la relation architecte et designer. Et je dirais que peut-être que c'est celle qui est la plus connue, qui est plutôt compléter le programme architectural avec des objets mobiles qui sont indépendants du bâtiment, comme les pièces mobilières. Bon, voilà, c'est pour illustrer deux projets. Et puis, il y a un autre point qui s'intègre aussi pas mal dans l'architecture et design, justement, c'est la place du graphisme. Je pense que Arnaud, le studio Arnaud Berthelot, justement, le fait également. C'est cette vision globale, systémique, justement, des lieux de vie. Donc là, c'est un schéma qui synthétise un petit peu ce processus que l'on a défini en 6 étapes. Donc la dimension de contextualisation, donc ça c'est l'importance justement quand on disait sortir du cadre. La vision commune, c'est là où on définit les axes. Bon, à l'intérieur d'Adilbois, c'était les 5 axes d'innovation. C'était le temps des études, des problématiques. C'est vraiment de contextualiser et de bien définir notre problématique et qui constitue la base d'un cahier des charges. Donc, il renvoie à la dimension comprendre. Alors là, c'est les cahiers des charges fonctionnels, l'analyse de la valeur, c'est l'émergence des idées, des propositions. Là, on resserre, on définit clairement là où on veut aller. Imaginez, bon, là, on revient au cœur du métier de la conception. Donc, c'est toutes les phases de l'esquisse jusqu'à la réalisation. Et là, c'est la dimension de direction artistique, de collection, vraiment de l'osmose entre l'objet et le bâtiment, l'architecture, le design. Et puis après, on passe à les phases du prototypage, prototypé, qui justement réalise ces innovations qu'on a pu envisager. On les teste sur le terrain, on fait valider les hypothèses. Là, on rentre dans les indicateurs de performance. C'est le coût, c'est la faisabilité, quels sont les processus d'amélioration. Et puis à partir de ça,
Si cette phase est concluante, qu'elle trouve son marché, ben, on valide des hypothèses et qui permet son déploiement à grande échelle. Voilà, j'ai un petit peu résumé tout ce processus de co-conception que nous avons défini en 6 étapes au sein d'Adipois.